Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS. Pour la première fois ce soir, des préfets demandent aux Français de limiter leurs déplacements en voiture. Une réunion de crise a eu lieu au ministère de l'Intérieur pour faire face aux pénuries d'essence annoncées. Et les routiers sont passés à l'offensive au premier jour d'une semaine décisive, vous le savez, et à la veille de la journée de mobilisation et de grève de demain mardi. Nous avons donc intitulé notre émission ce soir « Le rêve de mai 68 » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Alain Krivine est désormais membre du Conseil politique national du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous avez bien entendu été porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire avant sa dissolution. Alain Olive est secrétaire général de l'UNSA. Vous avez régulièrement rappelé que votre confédération était hostile à une grève générale, mais vous appelez bien entendu à la mobilisation de demain mardi. Thierry Desjardins est lui journaliste et ancien rédacteur en chef du Figaro. Parmi vos nombreux ouvrages consacrés à la vie politique française, rappelons le dernier d'entre eux, paru chez Fayard, Sarkozy, ses balivernes et ses fanfaronnades. Enfin, Guillaume Roquette est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Votre numéro en cours est consacré à nos déficits avec cette question, la réforme ou la faillite, sans oublier votre éditorial Droits et devoirs consacré au dossier spécifique des retraites. Quand les préfets appellent les automobilistes à limiter leurs déplacements, est-ce que ça commence, oui ou non, à ressembler à 68? Tiens, Alain Krivine. Non, je crois qu'il faut se méfier des ressemblances. On peut souhaiter un mai 68 en sachant qu'on n'est pas en 68 et qu'en plus, si on souhaite un mai 68, il faut que celui-là réussisse. Bon, maintenant, je crois qu'il faut faire attention. Moi, je ne vais pas jouer aux vieux combattants, j'aime pas ça. Je suis un combattant présent. Je pense qu'il y a, bien sûr qu'il y a des points communs. Il y a des points communs. Chaque fois que vous avez une mobilisation de masse, de millions de gens dans la rue, en 68, ça a été une grève générale, ça c'est un point commun, comme en 36. Où j'étais pas né, malgré les apparences. Quand il y a une jonction entre les jeunes et le monde du travail, ce qui est en train de se faire, donc là, bien sûr, il y a un point commun. Bon, maintenant, il y a des différences. Est-ce que c'est ce qu'exprimait Olivier Besancenot quand il a évoqué mai 68 dans les défilés samedi dernier? Voilà, bien sûr, il fait une projection. Bien sûr, et un souhait. Il ne pense pas qu'on va comparer. Les périodes sont jamais comparables. Pour ne prendre qu'un exemple, aujourd'hui, la moitié des étudiants connaît très bien le monde du travail parce qu'il est obligé de travailler pour payer ses études. En 68, c'était une liaison un peu abstraite parce que les étudiants étaient assez coupés du monde du travail. Ce qu'Olivier a voulu dire... 300 000 chômeurs dans le pays à l'époque, oui, à peine. Hein. Absolument. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une crise économique avec des millions de chômeurs. Non, ce qu'Olivier a voulu dire, et il a parfaitement raison, c'est qu'effectivement, on souhaitait un mouvement du type de celui de 68. Et je fais pas de pronostic, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui commencent aujourd'hui à se rassembler. Alors c'est justement la question que je voulais vous poser. Ces deux mots, grève et générale, qui font à la fois, qui vont, on va dire, qui terrorisent un certain nombre de Français, qui mobilisent un certain nombre de gens de gauche et de militants d'extrême gauche, entre soviets et grand soir. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous pensez, puisque vous venez d'employer le terme d'ingrédients, c'est intéressant, que petit à petit se mettent en place la possibilité d'aller vers une grève générale? Je me tournerai vers le syndicaliste après. Mais vous, je dirais Moi, je tiens à préciser que c'est pas à nous, c'est pas une nation politique comme nous qui allons appeler, décréter la grève générale. Hein, c'est le premier point. Ça. Bien, deuxièmement, par contre, vous avez décidé d'éviter le ridicule. Non, on peut estimer, mais je crois que de toute façon, je veux dire, même les organisations syndicales vous diront qu'en 68, ils n'ont jamais appelé à la grève générale. Bien, maintenant, on peut avoir un souhait, une analyse, et voir qu'aujourd'hui, vous avez une série de mécontentements, quasiment tous les secteurs en ont ras-le-bol. Il y a un mécontentement qui touche, sauf la grande bourgeoisie et cet autre monde, on y reviendra après. Je pense que ce gouvernement, c'est un autre monde maintenant. Ils vivent pas dans la réalité. Mais vous avez un mécontentement absolument général. Il y a une suite de journées de manifestations. Il y en a encore une demain et je souhaite vraiment qu'elle soit la plus massive possible. Maintenant, vous avez des tas dans toutes les villes aujourd'hui avec les jeunes qui viennent en lutte, les cheminots, les gens du métro, des bus, etc., qui se rejoignent avec les enseignants. Bien, moi je crois qu'il y a un moment, surtout en crise économique, où c'est très difficile de faire grève. Et quand on se félicite, pas moi, mais au niveau du gouvernement, que tel jour il y a moins de grève que tel autre, c'est pas que les gens sont convaincus, c'est qu'aujourd'hui, à la différence 68, c'est très dur de faire grève parce que le niveau de vie est beaucoup plus bas, que les salaires sont bas, etc. D'où aujourd'hui le problème qui se pose si on veut faire reculer le gouvernement, c'est effectivement de dire maintenant, il faut arriver à ce que toutes les grèves sectorielles, le privé, le public, les Français, les immigrés, etc., se
retrouve ensemble pour un mouvement d'ensemble qui aille jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui vous diront, et je termine, moi je peux plus faire grève 24 heures, puis j'arrête, puis je reprends, puis j'arrête, puis je perds du salaire, sauf si j'ai la certitude que là on y va et on va jusqu'au bout. Bien, donc nous on pense que la période commence à être favorable et que ça correspond à un sentiment. Alors, Alain Olive, on emploie toutes sortes de termes qui vont de radicalisation à pause dans le mouvement, à mobilisation pouvant devenir croissante avec l'arrivée des jeunes dans tout ça. Est-ce que ce mouvement, aujourd'hui, est maîtrisé par les grandes centrales syndicales ? Est-ce que, je vous le dis autrement, est-ce que vous pouvez être dépassé par ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez être dépassé par ce qui se passe ? J'ai compris la question, je mets un peu de temps pour y répondre parce que je veux vous apporter une réponse un peu nuancée. Oui. Au départ, c'est une grève, c'est une mobilisation, c'est une colère, je dirais même, contre un projet de réforme des retraites. Bien. Et c'est toujours le cas. Et je suis d'accord avec Alain Crayine pour dire que demain, il faudrait qu'il y ait du monde dans la rue. Bien. À partir de là, si vous voulez, on se heurte à un gouvernement d'une très grande intransigeance. Et pendant des mois, je vous fais remarquer que pendant des mois, les organisations syndicales ont tenu la mobilisation. Il n'y a pas eu un verre cassé dans le pays. Il y a eu plusieurs journées de mobilisation, des mobilisations d'importance. Tout s'est très bien passé. Bien. La loi vient devant l'Assemblée. Il y a un infléchissement à la marge. Elle vient devant le Sénat, il y a un infléchissement à la marge. Mais sur l'essentiel, ce dont on voulait discuter, les bornes d'âge, rien n'a bougé. Ça veut dire que face à un mouvement syndical responsable, qui a conquis l'opinion, puisque les sondages d'opinion sont là pour dire que les Français approuvent notre attitude et approuvent le message qu'on fait passer. Cette réforme est injuste, le gouvernement n'a pas bougé. À partir de ce moment-là, bien évidemment, et on peut dire, puisqu'on commente l'actualité, que dans quelques jours, la réforme sera votée. À part, j'ai entendu le Premier ministre, j'ai entendu le ministre du Travail, au Sénat, elle va être votée après-demain, je crois. Alors, je sais pas. Enfin, cet après-midi, le président du groupe UMP au Sénat indiquait que c'était plutôt parti pour jeudi soir. Il y a de fortes chances. Visiblement cette semaine. Donc, le gouvernement, M. Calvi, il est en train de gagner une bataille, la bataille de la légalité. Mais moi, je persiste à dire qu'il n'a pas gagné la bataille de la légitimité. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, les questions que nous posons sur cette réforme, ces questions-là, pénibilité, emploi des seniors, lien avec le marché du travail, etc., toutes les questions que nous posons, économie financière du projet, ces questions-là, elles demeureront après le vote. Bien. Alors, à partir de ce moment-là, pour les organisations... Rendez-vous en 2012 ? Non, rendez-vous le 21. Non, rendez-vous après le vote du Sénat. Parce qu'il y a une Non mais, comprenez ce que nous devons gérer quand même. Faut pas Excusez-moi, c'est pas moi de vous dire ça, mais j'espère que vous dites surtout rendez-vous demain matin. Parce que moi je suis très surpris par votre première intervention qu'on peut trouver, je dirais, raisonnable ou lucide, parce que la marge des choses est ce qu'elle est. Mais enfin, il ne faut pas se raconter l'histoire. La mobilisation de demain sera très importante. Mais il ne faut pas se raconter l'histoire. Le texte va passer. Ou alors j'y comprends plus rien. Bien. L'important, si vous voulez, c'est que les mobilisations que nous organisons entachent cette loi, je le dis, d'illégitimité. C'est ça le plus important. Alors après le 21, les organisations syndicales vont se retrouver face au problème suivant. Elles contestaient jusqu'à présent un projet de loi qu'elles pouvaient espérer faire bouger. Et on espérait par exemple sur la borne d'âge 65-67 que ça allait bouger. Et demain, elles vont devoir contester une loi. Les choses, il y a une nuance là. Bien sûr. Il y a une nuance. Pour quelqu'un qui respecte le système démocratique, il y a une nuance. Donc ça va être tout l'enjeu de l'intersyndicale qui va se tenir le 21. Ensuite, il y a un deuxième sujet. L'irruption des jeunes. Oui. Moi, écoutez, les organisations syndicales ont mené ce débat pendant des mois sans les jeunes. Les jeunes ont fait irruption sans ce conflit de façon récente. Celui qui ne comprend pas qu'il y a un lien entre la retraite et l'emploi, et que les jeunes ont aujourd'hui une maturité suffisante pour faire ce lien, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Il y a aujourd'hui une inquiétude énorme dans la jeunesse sur l'avenir, et je dirais que cette question des retraites, même si tous les jeunes ne connaissent pas bien sûr la complexité du sujet, mais beaucoup la connaissent, je pense qu'il y a un lien qui se fait entre emploi et retraite. Et il a fallu du temps, mais là, ça a bien fonctionné. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors, on peut
Bien évidemment, on n'est pas favorable au débordement. Enfin, tout ça, c'est. Mais je pense que l'irruption des jeunes, c'est un signe très fort. Il y a une inquiétude très forte. Au moment où nous parlons, il y a une réunion entre les organisations syndicales et les 3 organisations de jeunes, UNEF, FIDEL et UNL. Je pense que de cette réunion va sortir un texte commun. J'ai un ours de ce texte. Le président de l'UNEF ce matin a appelé, je dirais très clairement, à une mobilisation la plus massive possible des étudiants et des lycéens. Hein. Est-ce que je peux vous lire une phrase, même si ça se fait pas trop danser dans l'air, mais juste une petite phrase du texte qui va certainement sortir. Cette mobilisation des jeunes aux côtés des salariés témoigne non seulement du refus de cette réforme qui prive les jeunes du droit à une retraite future, mais également de l'inquiétude d'une génération qui sait qu'elle vivra moins bien que les générations précédentes. Ça, c'est terrible. Alors avant d'évoquer ce qui se jouera demain, nous allons revenir à la manifestation de samedi. C'était au cœur des défilés et Olivier Besancenot maniait, pourrait-on dire, les images. Il annonce une semaine à venir rouge écarlate côté mobilisation, pouvant devenir une semaine noire pour le gouvernement, je le cite toujours. Côté participation samedi, c'était plutôt un peu plus palichon que d'habitude, en dépit de manifs qui restent importantes. Tout le monde a compris que c'est demain mardi que se noue ou se dénoue la crise des retraites. Et les regards sont évidemment tournés vers les jeunes Français. Le président de l'UNEF, je vous le rappelle ce matin, appelé au sursaut pour les manifestations de demain mardi. Elisa Coudray, Joël Lefebvre. Ils sont ceux qui font trembler le gouvernement, les lycéens. Aujourd'hui, incontournables dans les cortèges et de plus en plus nombreux. Mais pour eux, samedi, la journée d'action a commencé plusieurs heures plus tôt. Blocage de ce lycée parisien, c'est à présent une habitude. Qu'est-ce qu'on va ? Des retraites ! Comment ? À temps plein ! Des leaders au slogan bien affûtés et des troupes surexcitées. Même si pour beaucoup, finalement, la retraite, c'est encore un peu loin. Nous, on se mobilise, nous, c'est pour les retraites. Voilà pourquoi on fait blocus, ça fait une semaine maintenant. Qu'est-ce qui te pose vraiment problème dans cette réforme ? Moi ? La retraite, vaut mieux l'avoir à 60 ans que, je sais pas, à 70 ans. Lui, tenez, lui, par exemple. C'est un peu loin, c'est sûr qu'on se rend pas tous compte, mais bon. Faut quand même lutter parce que dans 60 ans, quand on bossera encore à 60 ans, on va regretter de pas s'être battu quand on en avait l'occasion. Pas toujours au point, mais qu'importe. 14h à République. À 14h, manif à République. Ici, les meneurs continuent de battre le rappel et eux le jurent. Pour ça, ils n'ont besoin de personne. Est-ce que vous êtes manipulé ou pas ? Absolument, moi Martine Aubry, elle m'appelle tous les matins, le soir c'est Ségolène. Non, ça c'est un délire de la droite et du gouvernement pour nous discréditer. Ça fonctionne quand le mouvement est minoritaire. Sauf que quand vous avez 1100 lycées, quand vous avez 90 000 lycéens qui sortent, c'est pas un mouvement minoritaire, c'est encore moins un mouvement manipulé. Des cortèges rajeunis, mais pas non plus de quoi faire exploser les chiffres. 825 000 manifestants en France selon la police, 3 millions selon les syndicats, c'est moins que mardi dernier. Alors forcément, du côté des têtes d'affiche, on préfère se focaliser sur d'autres statistiques. 6 Français sur 10 demandent au gouvernement d'accepter des discussions pour une autre réforme avec les syndicats. Ça montre bien que le soutien demeure, même avec les préjudices sur la vie quotidienne, même avec des menaces sur l'alimentation de l'essence, des perturbations dans les transports. C'est le gouvernement qui bloque le dialogue social et qui bloque toute réflexion d'avenir construite collectivement. Donc j'appelle aujourd'hui le gouvernement de lever son blocage du dialogue social et ça sera comme ça une meilleure façon de revenir à la sérénité dans notre pays. Le retour à la sérénité, pas pour tout de suite. Dans les cortèges, la tendance, c'est la radicalisation. Des mots d'ordre de plus en plus variés, quand la réforme des retraites cristallise tous les mécontentements. C'est le chômage qu'il faut éliminer. La situation a beaucoup évolué depuis le mois de juin. L'affaire Woerth-Bettencourt pèse énormément sur le pays, puisque d'un côté on demande à des millions de Français de se serrer la ceinture, et de l'autre on voit bien qu'il y a quelques milliers de hautement privilégiés à qui on fait de gros cadeaux fiscaux et financiers. Ça passe pas ? Non, ça passe pas du tout, non. Vous avez raison, il faut qu'il y ait un mai 68. On voit bien que les mobilisations elles continuent à monter. Le gouvernement, ça fait un mois qu'il nous explique qu'on s'essouffle, et en vérité on s'essouffle pas. Là c'est la
la brigade du week-end de la contestation qui intervient. Il y a la brigade de la semaine qui a fait son boulot et qui va refaire son boulot la semaine prochaine. Et j'espère que la semaine prochaine, ça sera la semaine la plus rouge écarlate possible pour la contestation sociale, c'est-à-dire que la lutte s'élargisse et en même temps se radicalise parce que c'est pas contradictoire. Bref, que ça soit une semaine de grève générale. Et si cette semaine, elle est en effet rouge écarlate pour la contestation sociale, ce sera une semaine noire pour le gouvernement. Une semaine décisive, peut-être même celle de la dernière chance pour les syndicats, car le Sénat l'a déjà annoncé, la réforme pourrait être définitivement votée jeudi. Alors, on a une première question SMS qui va... Il manie les couleurs, hein, du rouge et du noir, donc ça... Notre inconscient est travaillé par des choses anciennes à la Krivine. Les lycéens sont-ils concernés par une retraite qu'ils prendront dans 50 ans? D'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. C'est vrai que, je dirais que quand on les voit là manifester en disant pas touche à nos pensions, ça laisse pantois. Alors voilà, est-ce qu'on doit prendre ça au pied de la lettre et se dire ça? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Anna Olive. Je vous l'ai dit, je crois qu'il y a le lien qui est fait entre retraite et emploi. Je pense que la crainte, c'est la crainte de l'avenir, c'est la crainte du chômage, c'est la crainte de la précarité. Écoutez, on faisait le parallèle avec 68. En 68, une croissance de 4 à 5%. En 68, on l'a dit, 200 ou 300 000 chômeurs. En 68, vous sortiez collège, lycée, enfin la question de l'emploi se posait même pas. Vous votre boulot le vendredi, le lundi, voilà, vous en trouviez un. Vous rendez compte la différence? Vous rendez compte la différence de perception que vous avez? Alors, quand vous avez effectivement ce dossier sur la table, l'inquiétude des jeunes, je ne veux pas trop donner de chiffres, mais 75% des pauvres en France ont moins de 35 ans. 75% des pauvres ont moins de 35 ans. Donc, on a un taux d'emploi qui est un des plus faibles d'Europe. Taux d'emploi des jeunes de moins de 25 ans, qui rejoint d'ailleurs un peu le taux d'emploi des seniors. Donc, on a un pays, si vous voulez, qui coupe l'omelette par les deux bouts. On a une forte activité des 25-55 ans et une faible activité des 16-25 et des 55. Qui crée des chômeurs? Non, mais attendez, c'est un problème. L'emploi des jeunes est un problème qu'on a du mal à résoudre. Certes, il n'y aurait plus de croissance. Je pense que les choses seraient meilleures. Mais ce qui est peut-être intéressant avec ce qui est en train... On est d'accord pour dire qu'on est quand même dans une société qui partage un certain nombre d'épreuves avec le reste du monde. Oui, oui. Ce qui est intéressant avec ce qui est en train de se passer, c'est, je crois, qu'il faudra qu'on traite vraiment dans ce pays du problème de l'emploi des jeunes. Il faudra qu'on traite du statut de la jeunesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on traite de façon disséminée, mais jamais globalement. J'entends bien. Sauf qu'en ce moment, on manifeste et il y a un débat national autour de la question des retraites. Sur la question des lycéens, de leur entrée dans le mouvement, vous nous dites quoi, vous, Guillaume Roquette? Moi, je pense que c'est surréaliste. J'ai été frappé comme vous par cette jeune fille de 17 ans à peine qui crie « pas touche à nos pensions ». C'est-à-dire que on sait que on est incapable d'avoir une vision à plus de 10 ans de ce que seront les régimes de retraite en France. Parce qu'il y a trop d'inconnus, taux de croissance, taux de chômage, démographie. Ces jeunes, ils seront à la retraite dans quoi? Dans 40 ans, peut-être 50 ans pour les plus jeunes d'entre eux. Moi, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses qui expliquent leur montée en puissance dans le mouvement. D'abord, je pense qu'il y a une manipulation sur le fond, c'est-à-dire de faire croire à ces adolescents qu'il faut que les gens partent plus tôt à la retraite pour pouvoir leur libérer des postes pour qu'ils puissent trouver un emploi. C'est un contresens économique total. Une économie qui crée des emplois, que ce soit pour les jeunes, pour les moyens ou pour les vieux, c'est une économie qui est en croissance. L'économie française, elle n'est pas en croissance, elle se traîne depuis des années. Donc, comme vous le disiez très justement, il y a du chômage, il y a un taux de chômage élevé chez les jeunes, chez les seniors, mais aussi dans le milieu de la population. Ça n'est pas vrai. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils expriment autre chose en descendant manifester. Mais oui, ils expriment autre chose. Ils expriment probablement d'abord une envie de faire la fête, pardonnez-moi l'expression, peut-être que ça vous choquera, mais ces rassemblements sont assez festifs jusqu'à ce qu'ils dégénèrent malheureusement. Donc jusqu'à aujourd'hui où l'apparition, pour le coup, alors de casseurs, ou en tout cas de violence, se fait de plus en plus importante. Mais oui, absolument, parce qu'on ne peut pas impunément inciter des jeunes de 16 ans, 17 ans, non encadrés, qui devraient être au lycée, à aller dans la rue. On sait très bien qu'il y a toujours un moment, c'est systématiquement le cas depuis 5 ans ou 6 ans, où il y a des débordements, où il y a des casseurs qui vont récupérer le mouvement. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a aussi, chez un certain nombre de ces jeunes, l'envie d'exprimer un ras-le-bol, un malaise. Mais le simple fait
que de poser ce constat, ça montre l'échec de la mobilisation contre les retraites. Parce que qui devrait manifester contre les retraites? Les gens qui sont concernés. Et moi je pense que si le mouvement se radicalise, comme c'est le cas depuis quelques semaines, c'est parce que la tactique traditionnelle des syndicats a échoué. Ils ont essayé les journées d'action, il y en a eu 5 depuis septembre. Le gouvernement n'a pas écouté, à tort ou à raison, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné. Alors la semaine dernière on a dit on va mener des grèves reconductibles. Ça a été un échec total à la RATP, le métro fonctionne parfaitement, c'est un succès ou un échec relatif à la SNCF, et comme ça ne fonctionne pas non plus, le conflit se radicalise encore plus, et on y met les jeunes, et maintenant on veut bloquer les stations-service, mais enfin, où est là-dedans la réforme des retraites? On l'a complètement oublié. Le mouvement se transforme en une espèce de ras-le-bol anti-Sarkozy, mais ça n'est pas ça, me semble-t-il, l'expression démocratique. Ras-le-bol anti-Sarkozy, ça vous semble rendre... Là, ce que j'entends, j'ai dit tout à l'heure, il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a ceux qui nous dirigent, qui vivent dans un autre monde, et on a eu raison tout à l'heure de parler de Bettencourt. Je ne vais pas faire du populisme stupide, mais je veux dire, il y a un tel sentiment d'injustice de dire on nous demande des milliards pour payer les retraites, et on a une Madame Bettencourt dont je crois le patrimoine, à lui tout seul paierait, je crois, le déficit qu'on a pour les retraites. Et on parle que de Madame Bettencourt, c'est la queue du mammouth, c'est le haut de l'iceberg, il doit y en avoir d'autres Bettencourt. Et là j'entends le représentant de Valeurs Actuelles, ou comme j'entends le gouvernement, c'est souvent la même chose, qui nous explique en gros qu'il n'y a pas de chômage, que c'est l'échec du mouvement. Bon, visiblement c'est pas l'échec du mouvement, ils ont une trouille bleue maintenant. Et alors maintenant, le coup classique, alors je ne veux pas jouer au vieux schnock, mais quand il y a un immense mouvement de masse, il y a une manipulation. Alors les jeunes, attendez, un mot sur les jeunes. Quand les jeunes ne bougent pas, on dit oh la jeunesse aujourd'hui, elle est apolitique, elle est bête, elle s'occupe que de mode, de machin, de bidule. Quand les jeunes, puis en même temps on fait passer des lois à Sarkozy où par exemple la majorité pénale est à 13 ans, donc on fait descendre, mais quand on a plus de 13 ans, et surtout 16, 17, 18 ans, si on descend dans la rue, on est irresponsable. Mais on est responsable pour pouvoir aller en tôle quand on est arrêté par un flic parce qu'on a volé je sais pas quoi, un bouquin ou un truc. Alors je veux dire, ça tient pas l'histoire de la manipulation. Il y a aujourd'hui au contraire une jeunesse, le discours tenu par la lycéenne, c'est fantastique. Une jeune qui tient ce discours, c'est d'une responsabilité, c'est d'une politisation, j'en suis moi-même étonné. Et je vous assure que l'idée de la manipulation, mais vous vous gourrez complètement. C'est complètement spontané ces manifs même. On parlait de la différence avec 68, c'est qu'aujourd'hui, et moi je le regrette, les organisations syndicales en milieu étudiant un peu plus, mais même l'UNEF c'est bien moins gros qu'à notre époque, et les organisations lycéennes qui font du boulot et tout, c'est pas le problème, mais elles sont très petites. La masse des jeunes qui ont descendu dans les rues ce matin avec leur truc, je veux dire, c'est complètement spontané. Mais, juste une question, est-ce que même si on la conteste dans son fondement, dans son analyse que vient de faire Guillaume Roquette, ce qu'on pourrait appeler le début de la jonction commence à avoir lieu, Thierry Desjardins, entre la jeunesse, un mouvement, des mots d'ordre, même désordonnés, mais trouvant leur cohérence, et voilà. Qu'on oublie complètement une chose essentielle à notre pays. Nous aimons faire la révolution. Si vous retirez, vous mettez à part les périodes de guerre, vous vous apercevez que depuis plus de 2 siècles et demi, tous les 30 ans, nous descendons dans la rue. Nous sommes le pays qui a construit le plus de barricades de l'histoire de l'humanité. 1789, 1830, 1848, la Commune, le Front populaire et mai 68. En retirant la guerre, vous apercevez que régulièrement, ça explose, les gens en ont assez. Et ça démarre souvent pour des petites choses. 1830, 1848, c'était des petites choses. Mais 68, ça a démarré sur peu de choses. Mais très rapidement, tous les mécontents se réveillent. Moi, je tiens un petit blog. Je me suis aperçu, par les commentaires que les gens me font, qu'il y a 1 mois et demi, tous les gens me parlaient dans ce blog de la retraite, le chômage, absurde de prolonger alors qu'à partir de 55 ans, on trouve plus de travail. Et que depuis 3 semaines, les gens parlent essentiellement de Sarkozy, contre Sarkozy, qu'on ressort aujourd'hui le Fouquet's, qu'on ressort toutes les erreurs qu'il a pu faire. Et en effet, tous les mécontents se réunissent en oubliant bien souvent le problème des retraites qui symbolise en quelque sorte tous les mécontentements, parce qu'alors on nous dit les amis de Bettencourt préparent une réforme qui est faite pour les riches. Et c'est ça qui peut être redoutable ou que mon voisin va espérer, mais qui est une explosion de ras-le-bol
pour des tas de gens, les jeunes, en effet, la retraite, bon, mais c'est pas ça qui les fait descendre de la rue, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils n'ont pas de... qu'ils peuvent pas, il faut qu'ils travaillent pour payer leurs études, ils ne peuvent pas se loger, etc. Et vous avez des tas de gens, des petits bourgeois qui sont aperçus que depuis des années, leurs revenus dégringolaient, des gens plus défavorisés qui s'aperçoivent qu'ils sont de moins en moins protégés, et c'est tous ces mécontentements qui se symbolisent et qui, en fait, c'est l'anti-sarkozysme essentiel. Et c'est une chance inespérée pour Sarkozy. Guillaume Roquette. Alors ça, vous m'expliquerez ensuite pourquoi. Parce que Juste un mot là-dessus. Je crois qu'il faut se garder des erreurs de perspective. Parce qu'il y a une exposition médiatique très forte de ces manifestations de jeunes. Et quand on écoute Alain Krivine, on a l'impression que la jeunesse entière, toute la jeunesse française est dans la rue. Alors, selon qu'on prend les chiffres des syndicats de lycéens ou ceux du ministère de l'Éducation nationale, on nous dit qu'il y a entre 6 et 10% des lycées qui sont bloqués. Tous les parents qui ont essayé de conduire leurs enfants au lycée ce matin comprendront avec moi qu'il suffit de quelques lycéens un petit peu organisés et un petit peu décidés pour bloquer le lycée. Il y a 1 600 000 lycéens en France. Il n'y a pas 1 600 000 lycéens dans la rue. Maintenant, vous disiez, la manipulation, c'est ridicule. Est-ce que je peux donner un tout petit exemple? Alain Olive, si je me suis trompé, vous me corrigez. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a une réunion entre les représentants des lycéens et des étudiants, et puis les représentants des syndicats. Et puis vous avez ouvert votre cahier, vous nous avez dit, et voilà le texte qui devrait sortir. Est-ce que ça veut dire que le texte qui doit sortir est déjà écrit avant le début de la réunion? Ou alors c'est moi qui ai mal compris? J'ai failli vous poser la question. Alors, non, mais voilà. Attendez. Peut-être qu'on n'est pas assez au fait des réunions syndicales. Voilà, Krivine, il est catastrophé, se dit Calvi, il faut qu'il repasse son brevet. Je crois qu'il y a de la pédagogie syndicale à faire. Quand vous allez à une réunion... Non, mais écoutez, c'est le b.a.-ba. Quand vous allez dans une réunion, ce texte est mis à discussion. Oui. Vous avez dit que c'est le texte qui devrait sortir. Ce texte, non mais attendez. Bon, maintenant, juste attendez une seconde. Attendez, laissez-le passer. Voilà, il faut qu'il vous réponde là. Bon, je crois que déjà, il faudra qu'on vous donne des cours de syndicalisme. Premièrement. Deuxièmement, la thèse de la manipulation est absurde. Elle est absurde. La thèse de la manipulation consisterait à penser que vous avez quelques cabinets noirs dans des partis politiques, peut-être au NPA, peut-être au Parti Socialiste, peut-être dans les organisations syndicales, qui manipulent des jeunes. Enfin, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Posez-vous la question, et je crois que c'est beaucoup plus intéressant, pourquoi... Ramayad était l'invité d'Axel de Tarlé il y a un instant, elle a fait remarquer que la plupart des présidents de l'UNEF finissaient hiérarques du Parti Socialiste. Excusez-moi de vous dire que c'est pas totalement faux. Non mais attendez, juste que Bruno Julliard, qui a mené le mouvement côté UNEF pour le CPE, fait partie aujourd'hui... Que ces jeunes est un engagement à gauche. Oui, mais on peut pas tenir un double langage. Soit il y a des liens effectifs. On parle là de manipulation. Vous savez ce que ça veut dire, une manipulation? C'est quand même autre chose. Un engagement citoyen, que vous soyez jeune ou majeur, c'est respectable. Moi, à l'UNSA, il y a des gens qui ont des engagements citoyens. On va pas quand même maintenant... Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est que pendant un certain temps, on a tapé à bras raccourcis sur l'individualisme de notre jeunesse. Ils s'intéressent à rien. Mais je crois que c'est une formidable école de citoyenneté, ce qui est en train de se passer. Moi, je condamne les débordements, bien évidemment, mais enfin, quand même, les gens qui s'intéressent à ce que vivent leur pays. Quant à Nicolas Sarkozy, pourquoi on sort du dossier retraite? Parce que je suis d'accord avec l'analyse qui est faite. Tout simplement parce que le dossier retraite, le gouvernement ne veut pas le traiter. À partir du moment où vous avez sur la table un dossier, que vous ne voulez pas le traiter en négociation avec les organisations syndicales et que vous leur dites circuler, il n'y a plus rien à voir, bien évidemment, le conflit est en train de se déplacer et il prend une autre ampleur. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Donc, l'analyse qui consiste à dire oui, on est en train de sortir du dossier retraite pour aller dans autre chose, c'est en train, alors il faut voir l'actualité, c'est peut-être en train de se vérifier. Alors, on peut juste dire que... le mot de manipulation est peut-être un mot qui peut choquer et faire réagir, qu'en tout cas au minimum il y a des contacts et qu'ils sont, j'allais dire, encadrés. Et je vais vous dire, si au sein des organisations de gauche et au sein des principales centrales syndicales, il n'y a pas une jonction permanente avec les mouvements étudiants ou lycéens, je vais vous dire, ce serait à désespérer de votre travail. Parce que... Monsieur Calvi, heureusement que les organisations syndicales de salariés ont des contacts avec des organisations syndicales, étudiantes, lycéennes. Enfin, heureusement, dans quel pays sommes-nous si on ne peut pas avoir ça? Et est-ce qu'il faut voir derrière ces contacts des manipulations? Les jeunes ont une autonomie totale de décision, ce sont eux qui décident. Attendez, vous croyez qu'ils vont nous écouter à nous?
Un jeune, en plus, je pense que l'engagement syndical dans la jeunesse, malheureusement, est pas assez fort à mon goût. Et donc, la plupart des jeunes, vous savez, décident par eux-mêmes. Ils ont besoin de personne. Si à 16 ans, ils manifestent en disant pas touche à nos pensions, je vous promets que il y a un avenir sur la mobilisation demain dans les centrales syndicales. Hein. À leur âge, moi je partais aux États-Unis, j'allais à Big Sur, voir Henri Miller, etc. Voilà. Comprenez, mais c'était en 68, j'avais 18 ans en 68. Bon, il y avait une jeunesse politisée, il y en avait une autre qui était plutôt pétard et bandana. C'était Kaboul. Bon. Non mais, écoutez, c'était ça aussi, mais la question du boulot se posait pas, enfin. Vous imaginez ce que c'est que rentrer dans la vie active quand vous dites j'aurai pas de boulot, je commencerai par des contrats précaires, des stages pas rémunérés ou très peu rémunérés, je vais en baver. C'est ça la jeunesse aujourd'hui, c'est ça qu'ils vivent. Alors pas tous, parce que la jeunesse est tellement globalisant, mais enfin c'est une partie de la jeunesse, elle vit ça. Comment vous voulez pas être révolté quand vous êtes jeune? Retour au fil de cette journée, en l'occurrence. Ce que redoutait une partie des lycéens et des syndicats était là en train d'arriver. La mobilisation, jusqu'ici plutôt festive, se voit débordée par un certain nombre de provocations et autres casseurs. Près de 200 interpellations ont eu lieu aujourd'hui et les premières vraies images de violence, notamment à Nanterre, ont eu lieu. Selon la plupart des manifestants, c'est le gouvernement qui a intérêt à décrédibiliser les mouvements lycéens et étudiants, en n'oubliant pas, bien entendu, ce jeune homme qui, lui, a été blessé par un flashball en fin de semaine dernière. Maxime Beneteau, Yvan Vastio. Le scénario redouté par les syndicats et les responsables politiques a connu son premier acte ce matin. La ville de Nanterre, théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et plusieurs dizaines de jeunes, certains armés de barres de fer et de cocktails Molotov. La mobilisation avait pourtant débuté dans le calme, encadrée par des parents d'élèves, des élus et les forces de police. Quelques 300 lycéens ont bloqué leur établissement avant que la situation ne dégénère. À un moment, un élément déclencheur avec les policiers, on ne sait pas trop quoi, puis il y a eu quelques heures, mais c'était encore gérable, il y avait les parents d'élèves, il y avait des grévistes et des syndicalistes, enfin voilà, même le service d'ordre des lycéens qui gérait un peu le truc. Et très rapidement, il y a eu d'autres bandes ou d'autres, enfin vraiment des casseurs qui sont arrivés et qui ont commencé à foutre le bordel, quoi. Les élèves, ils prennent plutôt ça comme une provocation quand les forces de l'ordre sont devant le lycée, et sachant que les élèves n'aiment pas trop les forces de l'ordre, ça fait qu'après, ils prennent ça un peu comme une guerre en fait. Et du coup, en plus, c'est pas vraiment les élèves qui ont tout cassé, qui ont tout débordé, c'est plus les gens de la cité en fait. D'autres lycées qui sont arrivés parce que je le curie, nous on voulait vraiment faire les choses calmement, faire un blocus calmement pour essayer d'arrêter la réforme. Mais après, ce sont d'autres lycées qui sont ramenés, qui ont tout cassé. Voilà. Les casseurs se sont donc invités au milieu des cortèges de lycéens. Bilan des scènes de vandalisme, pas de blessés mais 4 véhicules incendiés et de nombreuses dégradations. Des scènes de violence ont également émaillé les manifestations dans d'autres villes de France, comme ici à Tourcoing ou encore à Mulhouse, Lille et Lyon. Au total, 196 personnes ont été interpellées en marge de la mobilisation. Pour les opposants à la réforme, malgré les violences, pas question de mettre un terme au mouvement, à quelques jours de l'adoption du texte. On va pas arrêter de manifester contre la réforme des retraites parce qu'il y a quelques connards qui viennent nous casser du flic ou casser des bagnoles. C'est pas l'objectif. On n'est pas là, enfin voilà, on n'est pas là on n'est pas là pour faire la révolution. On est là pour arrêter la réforme des retraites. On est là pour calmer le jeu et nous, on est là pour les accompagner. C'est vraiment notre objectif, c'est de les accompagner. S'ils cassent, nous ce qu'on fait, c'est on protège les gamins qu'on connaît. On leur dit arrêtez, ne faites pas ça. On les éloigne et on laisse les casseurs se démerder avec les flics parce que c'est vraiment c'est leur problème. Ils ne sont pas là pour manifester. La plupart des manifestations ont d'ailleurs eu lieu dans le calme et seuls 260 lycées sur plus de 4000 sont aujourd'hui concernés par les blocages. À l'université de Nanterre, à quelques centaines de mètres des lieux de l'affrontement, certains étudiants accusent le gouvernement de vouloir tout simplement décrédibiliser le mouvement de protestation. C'est de la responsabilité du gouvernement qui ne recule pas, ou en tout cas qui ne veut pas nous écouter. Et forcément, aujourd'hui, le dernier recours qu'a le gouvernement, aujourd'hui, c'est juste de dire voilà, les lycéens, c'est des casseurs, donc il faut arrêter la mobilisation parce que c'est juste des jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui descendent dans la rue. La jeunesse étudiante et lycéenne se prépare à redescendre dans la rue dès demain, à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation, consciente que le mouvement pourrait s'essouffler. Les vacances scolaires débutent vendredi prochain.
téléspectateur nous dit c'est la crise et nous allons encore perdre des milliards d'euros avec ces grèves. Voulons-nous devenir la nouvelle Grèce? Alors ça, c'est une partie du discours des gens qui s'inquiètent de dire voilà, on a un pays qui est déjà fragilisé, il y a une réforme des retraites, tout le monde est d'accord pour la faire. Après, on peut discuter du fait que celle-là soit injuste ou légitime ou pas. C'est ce que font les centrales, ou en tout cas ce que les centrales syndicales disent de ne pas pouvoir faire avec le gouvernement. Est-ce que vous pensez que voilà, le climat qui entoure ces manifestations peut aboutir à une situation aussi grave que celle de la Grèce? Alain Krivine. Oui, mais deux choses. D'abord un petit mot quand même sur Nanterre, parce que maintenant il y a une vraie campagne d'intox. Là encore, je ne vais pas jouer aux vieux combattants, c'est chaque fois le même coup. On donne des consignes à la police, même si c'est pas public, pour réprimer les jeunes. Ensuite, on fait semblant de retirer les flashballs. Hein. Bon, moi, à Nanterre, je sais ce qui s'est passé. Le vendredi, il y a une manifestation devant le lycée Joliot-Curie. Il y avait plusieurs centaines de lycéens. Bon, très spontanés, un peu brouillonnes et tout. La police est intervenue avec une énorme brutalité. Vous avez un étudiant, le crâne ouvert, qui a été présenté devant un juge. Il va passer d'ailleurs au tribunal le 2 décembre. Donc, il y a eu plusieurs blessés. Mais est-ce que vous accusez, parce que pour le coup, ça devient, c'est plus grave que ça, est-ce que vous accusez le gouvernement de faire de la provocation, de la provocation et donc de provoquer les violences? Absolument, parce que je pense que depuis... Il faut être sérieux parce que c'est extrêmement grave. Mais depuis Montreuil, et j'ai vérifié aujourd'hui auprès de gens de Nanterre, moi j'étais pas à Nanterre, depuis le fameux incident de Montreuil où un jeune va peut-être perdre un œil, on pensait que le flashball serait plus utilisé. Il a été utilisé à Nanterre. Il a été utilisé dans plusieurs autres villes, notamment dans la région parisienne. Et alors aujourd'hui, il y a eu des manifestations assez dures, pas seulement d'ailleurs à Nanterre, il y en a eu à Saint-Denis, là où j'habite. Mais je veux dire, il y a une espèce de provocation où il y a eu plusieurs centaines d'arrestations de lycéens, casseurs, je connais la formule, hein. Dès qu'on arrête un lycéen, c'est un casseur. Mais bien sûr qu'il y en a. Et voilà. Il y a un moment où il ne faut pas qu'on se fasse peur avec les mots, parce que il est évident. Attendez, excusez-moi, les jeunes manifestants qu'on vient de voir nous disent eux-mêmes qu'ils ont été... Bah voilà, je veux dire, ça prouve bien d'ailleurs que c'est un mouvement de masse dans lequel il y a tout. Que deuxièmement, c'est un mouvement spontané, parce que très franchement, si c'était dirigé de A à Z par le NPA, bon, on s'attaquerait pas aux vitrines et aux trucs comme ça, parce que je pense que ça n'a aucun sens. Mais il faut comprendre qu'il y a une provocation depuis ce matin, 7h30. Il y avait plusieurs quarts de CRS devant ce fameux lycée Joliot-Curie, avant que les élèves arrivent. Les élèves sont arrivés à Joliot-Curie, ils ont pris ça pour une provoque. Les rapports entre les jeunes et les flics sont pas évidents. On ne peut pas prendre la présence policière pour une provocation systématique, ou en tout cas l'utiliser comme prétexte pour casser. Voilà. Quand on connaît les rapports entre les jeunes et les flics, quand le lycée n'a pas démarré, qu'il n'y a rien, les élèves arrivent le matin, et ils arrivent devant les flics, ils passent devant une haie de flics, moi j'appelle ça de la provocation. Guillaume Roquette. Non, d'abord les années passent, mais Alain Krivine ne change pas, c'est toujours CRSSS, hein, c'est à peu près la même antienne, elle n'a pas beaucoup évolué. Je trouve que quand vous dites c'est quand même extraordinaire, ce sont les CRS qui font de la provocation. On les a vus ces images de Nanterre, c'est celles où on voit les voitures en feu. Ce sont aussi les CRS qui ont mis le feu aux voitures. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les policiers sont surveillés comme ils n'ont jamais été, que toute bavure dont ils pourraient être rendus responsables est susceptible de remettre en question leur carrière. Jamais ils n'ont été aussi surveillés qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Moi je pense que ça n'est... Pardon? Comme à Montreuil. Mais à Montreuil, il y a eu aussi des parpaings qui ont été jetés sur les policiers. Il y a eu des poubelles en feu. Il y a eu, je pense qu'on est en train d'essayer de renverser la responsabilité sur les CRS. Là, je pense que le gouvernement a raison quand il a dit, après la déclaration de Ségolène Royal, attention, c'est irresponsable d'envoyer des gamins dans les rues parce que forcément, ça va dégénérer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on dit c'est la faute des flics. Moi, ça me paraît un peu facile. Et juste un dernier mot. Le titre de l'émission, c'était un nouveau mai 68, mais moi les images que je vois là, elles me rappellent plus les émeutes de 2005 que mai 68. Alors deuxième point, mais moi je dis pas la faute des flics, je dis la faute de ceux qui donnent des ordres. Hein. C'est le gouvernement aujourd'hui qui provoque, ce qui est autre chose. Maintenant la deuxième chose à dire, c'est vrai, mais je crois qu'on sera d'accord là-dessus, que c'est pas uniquement contre les retraites. Moi je crois qu'il faut tout focaliser sur les retraites aujourd'hui, parce que c'est le mot d'ordre le plus populaire, parce que c'est une atteinte cette affaire des retraites, pas seulement aux retraités, pour ça que les jeunes descendent dans la rue, c'est un problème de société, c'est un problème de civilisation. Et je crois qu'on a raison d'en faire un point absolument crucial. Et les mensonges du gouvernement, c'est terrible. Quand on dit par exemple aux vieux, faut travailler plus, je ne vais pas défendre ma catégorie des vieux, mais je veux dire, quand vous commencez à avoir 50 ans, 52 ans, 53 ans, allez trouver du boulot, ou allez garder votre travail. Et on dit faut travailler plus, tout ça c'est des mensonges. Donc il y a
ce problème des retraites où il faut qu'on ait au moins une victoire, parce que le mouvement ouvrier n'a pas eu de victoire depuis des années et des années, au moins les faire reculer, c'est-à-dire retirer le projet. Ça doit être très clair. Après, on peut discuter ce qu'on veut. Maintenant, il faut retirer ce projet. Et après, c'est vrai que d'autres choses se mêlent. Moi, je crois que jamais le gouvernement Sarkozy, mais c'est de sa faute, n'a été aussi isolé. C'est la haine de la population par rapport au gouvernement. Et les deux vont de pair, c'est évident. Quand vous dites qu'il faut donner une victoire, il faut obtenir une victoire. C'est une victoire contre qui et au nom de quoi? Obtenir une victoire, c'est forcer. Même après le vote, parce qu'il va y avoir un vote, je suis d'accord avec toi Olive, malheureusement il risque d'y avoir un vote, mais c'est pas du tout réglé pour autant. Rappelez-vous les jeunes et le CPE. Le CPE avait été voté par le Parlement et finalement le gouvernement a été obligé de le retirer. Donc moi je dis vote ou pas vote au Parlement, il va falloir obtenir une victoire, c'est-à-dire forcer ce gouvernement à retirer ce projet. Alain Olive, c'est passé aujourd'hui, alors qu'on les appelle les casseurs ou pas, mais en tout cas, il commence à y avoir des provocations. Il y a forcément, alors qu'on dit c'est une stratégie concertée ou pas, mais on monte en tension, il y a une grande journée de mobilisation demain, voilà. Et c'est pour ça que quasiment ma première question ce soir était de vous dire, est-ce que vous craignez d'être débordé ou est-ce que vous maîtrisez encore ce mouvement? Écoutez, j'ai pas d'éléments pour dire qu'il y a des provocations de la part du gouvernement, de la police, etc. Bon. Je dois dire aussi qu'il y a dans la police, et heureusement dans ce pays, des organisations syndicales très fortes. Et si il y avait des provocations délibérées, je pense qu'à un moment donné, ça sortirait. Parce que les syndicats policiers sont des syndicats républicains, et je pense qu'ils ne laisseraient pas passer ça. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne les casseurs, on a eu cela pendant le CPE. Alors, le CPE, c'était que beaucoup de manifestations de jeunes. Essentiellement des jeunes. Donc des jeunes qui se mêlent aux jeunes, c'est plus facile. Dans les manifestations et dans la manifestation de demain, il y aura énormément d'adultes. On va faire en sorte d'encadrer, quand je dis encadrer les jeunes... Vous approuvez le président de la FCPE qui a appelé les parents d'élèves à venir dans les cortèges pour protéger les gamins? Pourquoi pas? Je pense que si on peut éviter les incidents, il faut tout faire pour éviter les incidents. Je crois deux effets. Au minimum, ça grossit le nombre des manifestants. Donc on va dire c'est assez habile. Et après, on peut dire c'est aussi irresponsable. Donc je pense que là, il faut avoir un esprit de responsabilité. Personne ne veut qu'il y ait des accidents avec des jeunes. Et que s'il y a des casseurs, malheureusement, qu'ils soient vite maîtrisés. On souhaite, nous, depuis le départ, des mobilisations massives, responsables. Je crois que vous comprenez, ce qui est en train de se passer.